Juste par curiosité, je suis très content de venir là parce que je garde un très bon souvenir de ce festival où j'étais également en 2011 ou en 2012 avec mon précédent film. Est-ce que par hasard, dans la salle, il y a des gens qui l'avaient vu? Ça s'appelle Youn face au vent et j'avais passé 6 ans avec des éleveurs de rennes dans le Grand Nord scandinave. Est-ce qu'il y a des gens qui... Ah, il y a un monsieur qui lève la main. Vous l'avez vu, vous? Ah oui, il n'y a qu'une personne qui l'a vu. Bon, eh ben, écoutez, voilà. Donc en tout cas, c'est la deuxième fois que je viens. Et je gardais un bon souvenir non seulement du festival, mais en fait des monts du Lyonnais. Et là, en fait, je suis venu avec mon vélo, avec mes chaussures, pour passer 3 jours ici et courir et faire du... et voilà. Donc vous avez de la chance d'habiter à la fois près d'une grande ville et d'avoir des espaces de nature comme cela. Je trouve ça assez chouette. Et puis avec un esprit qui va avec et qui est tout à fait connecté pour découvrir le film que vous allez voir ce soir. Avez-vous pris le temps de regarder où se trouvait l'île de Tikopia? Est-ce que vous voulez que je vous explique ou vous n'avez pas besoin? Est-ce que vous voyez où se trouve l'océan Indien? Eh bien, c'est pas là. Ça se trouve dans l'archipel des îles Salomon. Et l'archipel des îles Salomon, c'est dans le Pacifique. Alors là, le Pacifique, c'est grand. Est-ce que vous voyez où se trouve l'archipel des îles Salomon? La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc en fait, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a tout un ensemble d'îles dans le prolongement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est l'archipel des îles Salomon. L'île la plus connue de l'archipel, c'est Guadalcanal, où se trouve la capitale des îles Salomon, qui s'appelle Honiara. Guadalcanal est tristement célèbre pour avoir joué un grand rôle durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre entre les Américains et les Japonais. Et pour préciser encore plus, pour ceux pour qui c'est encore un petit peu flou, vous voyez où est l'Australie. Voilà. Vous voyez où est la Nouvelle-Calédonie, juste au-dessus de l'Australie. Au-dessus de la Nouvelle-Calédonie se trouve un archipel qu'on appelait avant les Nouvelles Hébrides et qui s'appelle maintenant le Vanuatu. Est-ce que vous voyez où c'est? Et au-dessus du Vanuatu, eh bien, nous avons la fin de l'archipel des îles Salomon. Voilà. Donc ça se trouve à peu près dans cette zone-là. Et quand on fait le prolongement du Vanuatu et le prolongement des îles Salomon, on pointe un petit trait, on voit l'océan, on voit rien, mais se trouve là l'île de Tikopia. Voilà, qui est trop petite pour être présentée sur un globe terrestre. Et donc cette île, on aura l'occasion d'en parler après, mais sachez juste que ce qui est intéressant dans cette île-là, c'est qu'en fait, quand j'y suis allé pour la première fois en 2012, c'est parce que ce que j'avais lu sur cette île, c'était qu'il survivait un mode de civilisation qui était parvenu original, qui était parvenu intact jusqu'à nos jours et qui avait plus de 3000 ans. Et le préalable à ce modèle de civilisation était qu'ils considéraient leur île comme un partenaire et comme un être vivant. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on va voir comment ça se passe. Et donc je suis allé voir et vous allez le découvrir avec moi et on en parle à l'issue de la projection. Voilà, bon film, installez-vous bien, ça dure 4 heures. Et puis on se retrouve après. À tout à l'heure, merci. C'est passé vite les 4 heures. Alors, on va pouvoir ouvrir le débat. Je vais déjà commencer par juste poser la question de la genèse de ce film, en fait. Tout est parti de quoi? Et je sais que ça a été long pour arriver à le faire. On a vu qu'il y avait eu 3 expéditions. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, en fait, je dis souvent un film en amène un autre. Et en fait, j'ai entendu parler de l'île de Tikopia pour la première fois sur le tournage de mon précédent film, dont je parlais tout à l'heure, qui était dans le Grand Nord scandinave avec des éleveurs de rennes, où j'ai vécu régulièrement pendant 6 ans. Et durant la période où j'ai vécu avec eux, je suis parti en transhumance, une transhumance qui dure 4-5 semaines, puisque c'est un grand territoire où il faut amener les rennes des plaines jusqu'aux montagnes. Transhumance de printemps. Et on est resté coincé pendant, je sais plus 8 jours ou 9 jours dans une grosse tempête de neige, dans une petite cabane qui faisait 20 mètres carrés. Et on était 8 éleveurs et moi, donc on était 9 dans 20 mètres carrés pendant 9 jours. Et je savais que ça pouvait arriver. Les nomades, eux, ils sont habitués. Pendant
15 jours, 20 jours, ils peuvent manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir et ne rien faire d'autre. Nous, c'est pas culturellement, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, j'amenais avec moi, quand on partait comme ça, j'amenais avec moi des très gros bouquins pour pouvoir m'occuper. Et il y avait donc ce bouquin que je lisais à ce moment-là, qui est d'ailleurs dans la librairie là, et qui étudiait qu'est-ce qui fait que certaines civilisations survivent et d'autres disparaissent, quels sont les choix de civilisation qui, à plus ou moins long terme, peuvent les condamner ou non. Et il y a notamment un chapitre qui parlait de l'île de Pâques et de l'île de Tikopia. Et donc c'est pendant cette tempête de neige que j'ai lu ce chapitre une dizaine de fois pour pas finir le livre trop vite, et où j'ai souligné quasiment tout le chapitre, et du coup je me suis intéressé à cette île. Et quand la transhumance est terminée, je suis rentré donc chez mon coproducteur suédois, qui était lui-même éleveur de rennes. Et donc après 4 semaines ou 5 semaines de transhumance, il m'invite dans son sauna. Donc on va faire un sauna. Donc on était tout nus dans le sauna et je lui parle de l'île de Tikopia. Et là, il sort à moins 25, tout nu. Il prend 2 bières. Il me tend une bière. Il trinque et il fait « Let's go to Tikopia ». Et voilà. Et 2 ans après, on était à Tikopia pour voir quel était leur mode de vie. Et voilà comment ça a démarré en fait. Donc après, voilà, c'est la genèse. C'est pour ça que je dis un film en amène un autre. Et ensuite, donc, pour aller à Tikopia, c'est compliqué. Il n'y a pas de ligne régulière, ni en bateau, ni par les airs. Il y a quelque chose qui a changé dans le micro. Et du coup, après, c'est toute une logistique où il faut, de n'importe quel endroit, avec une administration, on va dire, une marina, une administration, il y a à peu près entre 10 et 15 jours de mer en fonction des conditions de mer et de vent, que ce soit y compris de la capitale des îles Salomon, d'Honiara. C'est même presque encore pire, puisque là, on est contre les vents dominants de la région quand on est à Honiara. Donc, on n'est jamais parti d'Honiara pour aller à Tikopia, parce que là, il faut entre 15 et 25 jours de mer. Donc, on ne l'a jamais fait dans ce sens-là. On partait de Nouvelle-Calédonie. Et donc, il faut trouver un bateau, il faut trouver quelqu'un qui accepte de passer le temps qu'on passe sur l'île avec nous. Il était pour moi hors de question que le bateau reparte. La dernière fois que c'est arrivé, il y a un collectionneur de papillons, passionné de papillons, qui est arrivé sur Tikopia il y a quelques années. Pour étudier les papillons, il avait prévu d'y passer 1 mois et demi, 2 mois, et il a passé 1 an et demi en fait. Parce que pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu d'autres bateaux qui sont venus. Il a laissé le bateau repartir. Et voilà, bref, je parle de ça, c'était il y a 20-30 ans, mais c'est une histoire célèbre à Tikopia de ce collectionneur de papillons qui tous les matins montait au sommet de la montagne pour regarder s'il n'y avait pas un bateau qui allait arriver. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà qui viennent? Il y a plein de questions qui doivent venir, non? Je vais vous inviter à lever rapidement le doigt pour que ça soit un peu dynamique au niveau débat. Merci beaucoup, bonsoir. Sur combien d'années a été tourné ce film? Alors donc, je l'ai dit tout à l'heure, la première expédition, donc c'était en 2012. Et en fait, il y a eu 3 expéditions en fait, d'organiser. En 2012, en 2014 et en 2016. Et si on totalise sur ces 3 expéditions, j'ai dû passer à peu près 1 an sur l'île. Donc je dis j'ai parce qu'à chaque fois, à chaque expédition, il n'y avait pas les mêmes personnes. Mais donc voilà, il y a eu 1 an. Alors par contre, la première en 2012, j'ai tourné des images, mais comme je ne savais pas quel film faire, il n'y a aucune. Si, je crois qu'il y a un plan, mais il n'y a aucune. Il n'y a aucune image. Donc c'est en 2014 et en 2016 vraiment que le film s'est tourné en fait. Voilà, donc je sais pas, sur 4-5 mois on va dire, d'une certaine manière. Après, voilà, c'est un peu cette démarche d'immersion. Quand j'ai vécu 6 ans avec les éleveurs de rennes, j'ai pas tourné pendant 6 ans non plus. Là, en passant des mois et des mois à Tikopia, ce qui m'intéresse, moi j'explique souvent mon travail de réalisateur comme un prétexte en fait, qui me donne une légitimité à vivre longtemps avec des gens qui ont des valeurs et des modes de vie que je trouve épanouissants et exaltants. Et mon métier me permet de vivre ça avec eux et de ressentir l'exaltation que c'est de vivre vraiment ces valeurs connectées, ancrées, et ensuite de les partager avec un film. Donc, j'ai pas tout le temps non plus une caméra
Il y a des moments où j'étais aussi un Sami dans le Grand Nord, et il y a des moments où j'étais aussi un Tikopien à Tikopia. On n'a pas tout le temps la caméra à la main, mais ça permet aussi de vivre les choses de l'intérieur, en fait, de voir un petit peu comment les choses se passent. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que j'ai dit tout à l'heure en préalable que je suis allé sur cette île parce que ce que j'avais lu de cette île, c'était qu'il y avait là un modèle de civilisation de plus de 3000 ans qui était parvenu jusqu'à nos jours sans influence du monde extérieur. Quand je suis arrivé en 2012, j'ai été très déçu. Vous avez vu le film, vous devez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que c'était pas du tout ce que j'avais lu. Et j'ai eu la sensation très grande d'être arrivé trop tard. Et quand je suis reparti en 2012 de ce repérage, on va dire, je ne savais pas du tout quel film je pouvais faire, en fait. Je suis reparti déçu, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, il faut se méfier de ces sentiments-là, parce qu'il faut souvent du temps pour décanter, pour débriefer, et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que, alors déjà, le livre que j'avais lu se basait sur les travaux d'un ethnologue qui datait de 1968. Donc, quand je suis arrivé en 2012, ça commençait quand même à faire plus de 40 ans, donc presque un demi-siècle. Donc évidemment, les choses ont bougé entre-temps. L'autre chose importante, ce qu'il faut comprendre, c'est dans l'histoire de Tikopia. Alors, c'est pas ce qui m'intéressait dans le film, mais dans la rencontre, on peut en parler, c'est qu'il y a un avant et un après 2002 dans l'histoire de Tikopia. Et en 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cyclone qui s'appelle le cyclone Zoé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, parce que c'est encore aujourd'hui, je crois, un des cyclones les plus puissants qui a été mesuré. Je crois que c'est des vents de 350 ou 380 km/h qui ont été mesurés. Et l'île a été entièrement détruite en 2002. Et quand je dis entièrement, c'est entièrement, c'est-à-dire les jardins, les arbres, les habitations, les embarcations. La digue qui sépare le lac d'eau douce de la mer a été emportée. Il y a une vague d'une vingtaine de mètres qui a traversé l'île et qui est venue s'exploser sur les falaises de l'autre côté du lac. Et à l'époque, en 2002, l'île est restée, je ne sais plus, c'est 12 ou 15 jours dans cet état-là, sans qu'on s'intéresse à leur sort, en fait, complètement isolé, et sans que personne ne soit avisé. Alors, il est évident que le cyclone Zoé, il n'est pas passé qu'à Tikopia, hein, il y avait les îles du Vanuatu, enfin, il y avait plein d'autres îles, les îles Salomon, etc. Mais l'île de Tikopia, comme elle n'existait quasiment pas, personne ne s'en préoccupait. Les pipelines qui récupéraient l'eau potable, les containers, tout avait sauté, en fait, tout a été détruit. Et c'est par hasard, je ne sais plus, c'est 12 ou 15 jours après le cyclone, qu'un pilote d'hélicoptère néo-zélandais survole l'île, et il se rend compte, que l'île est entièrement détruite, et que deux, elle est habitée. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de coup de projecteur international qui est fait sur l'île de Tikopia. Et les Tikopiens découvrent que le monde extérieur existe, et le monde extérieur découvre que Tikopia existe. Il y a une espèce d'afflux d'aide humanitaire qui vient de partout, pour pallier à la pénurie d'eau potable, pour pallier à la pénurie alimentaire. Et tout arrive à partir de ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que l'eau, elle n'arrive pas dans le creux de la main, elle arrive dans des bouteilles en plastique, les sacs de riz, enfin tout arrive comme ça, massivement. En plus, il y a beaucoup de croisiéristes qui entendent parler de l'île de Tikopia, donc il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des vêtements, qui arrivent avec... Donc en 2002, en fait, ils se prennent 200 ans d'influence, de notre influence à nous, ils se prennent tout ça en 1 an ou en 2 ans, en fait. Pour le meilleur et pour le pire, parce qu'effectivement, la relation millénaire avec leur île, elle est abîmée. Donc, un arbre à pain, ça met 40 ans à donner des fruits. Comme l'île a été entièrement détruite, voilà, il faut le temps de faire repousser tout ça, il faut faire repousser les jardins, il faut le lac est devenu saumâtre, il n'y a plus d'eau potable, enfin bref, voilà. Manque de bol en plus, en zone tropicale, il y a des périodes de sécheresse qui commencent. Donc 6 mois de l'année, il n'y a plus de pluie, donc ils n'ont plus de réserve d'eau douce, il n'y a plus de pluie, donc ça devient compliqué. Et puis, du coup, ils découvrent tous les problèmes. Enfin, au début, il n'y a pas de problème, en fait. Ils reçoivent ça, mais depuis 3000 ans, ils gèrent des déchets organiques. Donc, les bouteilles en plastique, les sacs en plastique, c'est pareil.
On leur a pas expliqué, ils connaissent pas. Donc au début, ils jettent, on leur fait découvrir l'énergie aussi, l'énergie solaire, des piles. Les piles, c'est pareil, ils les jettent. Ils mettent, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent bien que ça altère la qualité des sols, mais ils mettent un moment à s'en rendre compte que finalement, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui a changé. Et puis les déchets, les déchets plastiques, c'est pas comme les déchets organiques, ça disparaît pas. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait? Donc la problématique débute. Et puis l'aide humanitaire, ça dure pas éternellement. Au bout d'un moment, ça s'arrête. On arrête d'envoyer de l'eau, on arrête, etc. Sauf que la pénurie, elle dure. Je vous ai dit tout à l'heure, un arbre à pain, ça met 40 ans à faire des fruits. La pénurie d'eau potable, elle existe toujours encore aujourd'hui. Elle aurait même tendance à se renforcer. Et donc, il faut qu'à un moment donné, ils trouvent, eux, la solution pour pallier à ces pénuries-là, puisque l'aide humanitaire se tarit. Et donc, il faut pouvoir acheter de l'eau, acheter des sacs de riz. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc à un moment donné, il y a un besoin d'argent qui se fait sentir, puisqu'au début, leur circuit économique, l'argent n'existe pas sur l'île de Tikopia. Et donc cette scène qui nous choque un peu tous, je pense vous aussi, puisque tout le monde, en général, cette scène du paquebot qui débarque, nous, ça peut nous interroger, nous, ou nous questionner sur nos pratiques de tourisme de masse. Mais du point de vue des Tikopiens, c'est une manne, c'est-à-dire que c'est l'argent qui vient à eux. C'est-à-dire que les gens débarquent, leur achètent des objets et ils peuvent s'acheter de l'eau, ils peuvent s'acheter du riz, ils peuvent s'acheter des cartes SIM, parce que c'est pareil, l'antenne téléphonique, elle arrive en 2013. Donc en 2012, elle n'y était pas encore. En 2013, c'est le gouvernement des îles Salomon qui leur impose cette antenne pour ne plus que ce qui leur est arrivé en 2002 arrive. C'est-à-dire qu'on puisse soit les prévenir, soit qu'ils puissent prévenir. Mais du coup, avec l'antenne et le téléphone, d'une part, il y a besoin d'argent pour acheter le téléphone ou des cartes SIM, mais surtout, avec le téléphone, au-delà même du fait de pouvoir s'appeler, ce qui peut être positif quand on peut appeler sa famille sur les îles voisines, débarque toute l'imagerie du 21e siècle dans ces petites boîtes qu'ils découvrent, mais sans filtre, d'une manière très agressive, quoi. C'est-à-dire que c'est une découverte de toutes les images, de tout et n'importe quoi. Donc voilà, tout ça débarque en quelques années. Donc je reviens à ces paquebots qui représentent pour eux la possibilité donc d'avoir de l'argent. L'effet collatéral de ça, c'est que pour avoir de l'argent, il faut bien leur vendre quelque chose. Donc ils s'inventent, ils s'improvisent tous artisans d'art et ils utilisent comme matière première les arbres. Et comme le dit justement le protagoniste, c'est qu'à un moment donné, c'est pas forcément non plus durable, pour plusieurs raisons. D'une part, ça fait partie des premières victimes des cyclones. D'autre part, c'est la principale protection contre l'érosion de l'île, c'est tout l'entrelac racinaire des arbres. Donc tout d'un coup, on donne aux arbres une fonction ou des fonctions trop importantes, voire incompatibles les unes avec les autres. Donc voilà un autre problème aussi qui doivent gérer. Et puis ce problème de l'argent, qui est nouveau aussi pour eux, mais alors là, ils ont fait un choix très clair, c'est que l'argent leur sert à acheter ou à pallier aux pénuries et au fait que la qualité de la relation avec leur île soit abîmée, mais l'argent reste interdit dans le circuit économique de l'île. Parce que ça remettrait complètement en cause le socle, ce qui fait le socle de leur culture et de leur mode de vie. Le nombre d'habitants qui est actuellement, et parce qu'il parle à la fin d'une population qui s'agrandit trop. Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un recensement très précis, mais on les estime à peu près à 2000 sur l'île aujourd'hui. La diaspora tikopienne, on les estime à 15 000 à peu près, parce qu'ils sont aussi répartis sur d'autres îles voisines. Mais par contre, toute la diaspora tikopienne vit sous le mode Fakatikopia, en fait, que ce soit sur l'île de Vanikoro, dont il est question, ou ailleurs. C'est-à-dire que, en fait, le Tinamo a le statut de roi, c'est très très fort pour les Tikopiens. Et en plus, alors, le problème, c'est que le roi, c'est une traduction, parce que le mot ti n'existe pas, donc c'est ce qu'il y a de plus proche. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le statut de Tinamo, quand on se dit qu'il a le statut de roi, c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Il hérite de tous les devoirs de protection spirituelle de son peuple et de son île depuis 3000 ans. Il en a la charge, il la reçoit de ses ancêtres depuis 3000 ans, et il doit la transmettre intacte aux générations d'après. Donc c'est quelqu'un qui est très fort et très fortement respecté par tous les Tikopiens, en fait.
Et ça, c'est aussi... Alors ça, c'est la culture polynésienne qui est comme ça. Ils sont très pragmatiques, c'est-à-dire que... en fait, quand les Tikopiens sont arrivés, enfin, quand la première tribu est arrivée sur Tikopia il y a 3000 ans, c'est de la tribu des Kafika, celle de Tinamo. La première mission des chefs de tribu, des responsables de la tribu, c'est d'établir un lien avec ce territoire, d'une certaine manière, spirituellement, en lui demandant est-ce qu'on a le droit de venir et de s'installer. En échange, nous, on s'engage à te protéger, à ne pas t'abîmer, à prendre soin de toi, et toi, tu nous offres l'abri, le gîte et le couvert. Et ça devient la mission du chef de tribu qui se transmet de père en fils. Et tant que ce devoir-là n'est pas est rempli, dans leur il n'y a aucune raison d'en changer, en fait. C'est-à-dire que les gens sont à la hauteur de cette transmission. Et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent cette charge, parce que c'est une charge quand même très très lourde, a fortiori au XXIe siècle. Bonjour. Vous ne nous avez pas dit pourquoi, lorsqu'il y a eu ce cyclone qui a tout démoli l'île de Tikopia, la population a été sauvée. Alors, d'abord, comment vous savez que la population a été sauvée ? Parce que je m'intéresse à l'île de Tikopia, et donc j'ai entendu dire qu'il y a des grottes et que la tradition disait que lorsqu'il y avait des problèmes comme ça, toute la population se réfugiait dans les grottes. Et ils ont été sauvés alors que tout a été démoli. Il y a plusieurs... alors, je vais plutôt répondre par la voix de Tinamo lui-même, parce que c'est une question qu'on lui a posée souvent, parce qu'il est venu en France au moment de la sortie du film, avec une délégation, et on lui a demandé, mais en quoi est-ce que vous considérez votre île comme vivante, et comment vous lui parlez, en fait ? Et Tinamo, il répondait justement, quand il parlait notamment des cyclones, mais il y a d'autres exemples, il est évident que c'est pas un dialogue comme ça, blabla, tiens, aujourd'hui je vais parler avec toi, mon île, machin, etc. C'est un dialogue qui se passe avec le langage du monde vivant qui nous entoure. Donc c'est aussi bien la mer, les poissons, les arbres, le sol, enfin voilà, c'est un ensemble de choses. Et donc, quand il parle des cyclones, Tinamo, il dit, nous on sait quand ils arrivent, on sait parfois même plusieurs jours avant, il y a des signes par les animaux, par les habitudes des poissons, des oiseaux, les vagues, les formes des vagues, etc. Faut penser que les Polynésiens et les Mélanésiens aussi, imaginez qu'il y a 6000 ans, c'était des navigateurs, ils ont exploré quasiment toutes les îles du Pacifique, c'était des navigateurs hors pair. Pensez à où on en était, nous, notre histoire, il y a 6000 ans. On s'est sédentarisé il y a 10 000 ans à peu près, 8-10 000 ans ici en Europe. Donc eux, il y a 6 000 ans, ils exploraient déjà le Pacifique. Donc en fait, ils savaient lire les étoiles, les vents, etc. Donc en fait, ils ont cette écoute de la nature qui leur permet de lire et presque d'initier un langage avec eux, un échange. Et ensuite, dans ce deal dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire chère île, tu nous protèges et nous, on te protège et on prend soin de toi, eh bien, ils demandent effectivement à cette île-là de les protéger. Il y a effectivement des grottes, ils ont effectivement des comités dans tous les villages avec toute une organisation où les femmes et les enfants sont protégés, les mieux protégés, où il y a de la nourriture enterrée pour faire face aux pénuries, etc. Et il est exact que c'est, en revanche, autant ils sont restés 12-15 jours avant qu'on s'occupe de leur sort, autant ça doit être une des seules îles où il n'y a eu aucune victime et où, depuis des siècles, les Tikopiens ne déplorent aucune victime quand il y a un cyclone. Donc c'est tout à fait exact. Mais eux, ils l'expliquent par la proximité et le lien intime qu'ils ont avec leur île. C'est-à-dire que c'est leur île qui les protège. Ce n'est pas eux qui sont bons et qui sont doués. C'est leur île qui prend soin d'eux. Ils s'en seraient sortis sans elle. En cas de cyclone ? Ah, sans aide. Alors ça, c'est pareil. Je vais aussi répondre par le biais de leur voix à eux. Ils ont, je vais le dire en tikopien, je vais dire Tevai Teora. Tevai Teora, ça veut dire l'eau, c'est la vie. Donc après, on peut le prendre dans tous les sens qu'on veut, on peut avoir la meilleure volonté qu'on veut, il est certain que sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc, à partir du moment où la qualité de cette relation avec leur île a été abîmée par ces cyclones, et que justement la pénurie d'eau potable devient réelle, évidemment non. Enfin, je veux dire, ce lieu de vie ne devient plus un lieu de vie à partir du moment où on n'y trouve plus d'eau potable. En revanche, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que les cyclones sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents.
Et ça, on a peut-être aussi, donc en fait, il y a souvent cette phrase de là d'où vient le mal, vient aussi ce qui sauve, d'une certaine manière. Donc l'intensité et la fréquence de ces cyclones sont dues à des dérèglements dans cette zone. Les périodes de sécheresse en zone tropicale, c'est pareil, c'est nouveau. De mémoire de Polynésiens ou même de Mélanésiens, ou enfin sur les îles, des périodes de sécheresse dans ces zones-là, ça n'existe pas. On a toujours cette image dans les zones tropicales où au contraire on est moite du matin au soir avec un taux d'humidité incroyable. Eh bien non, parfois 4 mois, 5 mois, 6 mois de l'année, on peut avoir des périodes de sécheresse en plein océan Pacifique. Donc tout ça change. Donc évidemment que non, s'ils avaient pu choisir autrement, évidemment, ils auraient fait. Alors après, ils pourraient aussi. Il y a des sources sur l'île. Tous ces pipelines et ces conteneurs qu'ils avaient d'eau potable, ça s'est fait sur des siècles et des siècles. Ça a été détruit en un cyclone. Alors qu'ils ont toujours eu des cyclones, mais celui-là était plus destructeur. Après, il y a des sources sur l'eau, sur l'île, mais il faut des outils, il faut peut-être aller chercher l'eau à 50 ou à 60 mètres. Ils n'ont pas d'argent, ça intéresse. En fait, c'est une île qui ne nous intéresse pas. Enfin, je suis cynique quand je dis ça, mais ça n'intéresse personne. C'est ce qui fait à la fois leur richesse aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'ils sont parvenus quasiment intacts jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que et c'est ce qui fait qu'ils ont, de la part du gouvernement des îles Salomon, on leur a donné toutes les compétences, sauf les compétences de police. Ce qui fait que le roi est encore reconnu, alors qu'ils font partie d'une république, celle des îles Salomon. C'est en fait parce qu'il s'y est jamais rien passé et que ça ne nous intéresse pas, en gros. Mais sauf qu'aujourd'hui, la qualité de leur relation avec leur île est abîmée par des bouleversements climatiques. Et donc toutes les influences qui arrivent autour, quoi. Alors justement, la tournée que tu as faite avec le roi Tinamo, dans quel but elle a été faite? Enfin, voilà, pourquoi ils sont venus en France? Qu'est-ce que c'était? Alors, oui, on en parlait tout à l'heure. Normalement, donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Tinamo, en tant que protecteur spirituel de l'île, n'a pas le droit de quitter son île. Il ne peut pas et son peuple ne l'admet pas. Et ça ne s'est pas fait depuis 3000 ans. Et quand je suis en 2016, la dernière fois où je suis venu donc, sur l'île, la veille du départ, donc, on a quand même des liens d'amitié très très forts avec Tinamo, depuis, enfin bref. Et donc il me demande un petit peu comment ça va se passer pour moi en France avec ce film. Et il me dit, est-ce que tu crois que ça va nous aider parce que effectivement, moi, je dois protéger l'île, c'est mon rôle, mais sauf qu'aujourd'hui, les dangers, ils sont plus de l'intérieur, ils viennent de l'extérieur, et comme personne sait qu'on existe et que tout le monde s'en fout, je veux dire, en gros, il me disait, ça me fait une belle jambe d'être le protecteur de l'île, puisque en restant à l'intérieur, je peux plus rien faire. Et donc moi je lui dis, écoute, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où le film est vu et où on en parle, etc., il y a des gens qui vont s'intéresser à l'île de Tikopia, mais ça fera pas, enfin je peux pas te promettre que ça va transformer considérablement les choses. Et je lui dis, c'est sûr qu'en même temps, si vous faites savoir que vous existez à un moment ou à un autre, ça peut être aussi plus efficace et plus important, et l'opportunité du film peut en être un bon moment. Donc il me dit, ah oui, ça c'est possible, on pourra peut-être, parce qu'il y a déjà un Tikopien qui est venu en France pour traduire toutes les images, parce que moi je parle pas Tikopien. Donc il me dit, ça c'est possible, on pourra envisager de faire venir quelqu'un. Et je lui dis oui, en même temps, si tu veux que le discours porte fort, c'est la personne la plus importante qui peut le faire et la plus légitime en Occident, en tout cas, c'est le protecteur de l'île qui peut en parler le mieux. C'est-à-dire que c'est toi, mais tu n'as pas le droit de quitter ton île. Il me fait non, moi j'ai pas le droit, mais je comprends ce que tu me dis. Et on en est resté là. Et j'ai reçu un message via des gens à Honiara, des Tikopiens qui étaient à Honiara. J'ai reçu un message 1 an et demi après en disant Tinamo a l'autorisation de son peuple pour quitter son île et pour venir présenter son mode de vie, etc., etc. Et donc c'est comme ça que le deal, c'était à la fois de se servir de l'opportunité du film, mais aussi de faire reconnaître cette île de Tikopia et ce mode de vie. Donc que ce soit, alors on a rencontré donc aussi de rencontrer des ONG, des personnalités politiques, des associations, l'ONU, enfin bref, le ministère des Affaires étrangères. Enfin, donc je me suis affairé. C'est pas chose facile, mais donc ça a été une quinzaine de jours très intenses où on a enchaîné à la fois. Alors ils sont venus en délégation, ils sont venus à 6.
Il y avait des représentants de toutes les tribus, plus Tinamo. Et c'était très chouette, en fait. Et donc, on a eu effectivement plein de rencontres. Et il y a un sommet, le sommet de l'UICN, alors c'est l'Union, je ne sais plus, de la nature, qui se passe à Marseille en 2020. Et pendant ce sommet de l'UICN, il y a un colloque international sur les droits des peuples premiers qui doit se dérouler aussi à Marseille, qui à l'origine était le grand projet de l'ancien ministre des Affaires, enfin de l'Environnement, mais qui a démissionné depuis. Mais enfin bref, avant de démissionner, il a signé les papiers. Donc ce sommet sur les droits des peuples premiers aura lieu quand même, donc à Marseille en 2020. Et la délégation ticopienne a reçu officiellement une invitation, donc où il y aura des représentants à la fois des différents États, mais de l'ONU, de l'UNESCO, etc. Et donc il y a une délégation ticopienne qui sera représentée. Donc les Ticopiens existent, ou vont exister, donc c'est plutôt pas mal. Bonsoir, je suis ici, Hop, avec les pardon. roses. Je voulais savoir quand et comment la religion est arrivée sur l'île. La religion. Alors ça aussi, je parlais tout à l'heure de pragmatisme de la culture polynésienne. La religion, c'est aussi quelque chose. Ils ont adopté la religion chrétienne par pur pragmatisme. C'est pas parce qu'on a essayé, comme partout, il y a eu des missionnaires qui sont venus au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, qui n'ont jamais converti les Ticopiens. Il y a même des missionnaires qui se sont fait assassiner au XVIIIe siècle, et on ne le sait que depuis le cyclone Zoé. Les Ticopiens ont avoué, ont gardé ce secret pendant. Et enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et donc la culture polynésienne est une culture très guerrière. Ils ont des traditions guerrières entre les tribus, qui peuvent être parfois assez violentes. Et les 4 tribus qui habitent aujourd'hui à Tikopia ne sont pas toutes arrivées en même temps à Tikopia. La première est arrivée il y a 3000 ans, mais la dernière est arrivée au XVIIIe siècle. Donc il y a assez peu de temps. Et ils se sont bien rendus compte à un moment donné que sur un territoire aussi petit, c'était compliqué de vivre avec ces traditions guerrières qui peuvent être parfois très violentes et remettre en question l'harmonie l'harmonie de leur société et du mode de vie, etc. Parce que justement le territoire est petit, qu'ils le partagent, qu'ils partagent les mêmes villages, etc., etc. Et donc ils se sont souvenus du message chrétien qui lui véhicule un message de paix. Et donc, en fait, ils se sont christianisés parce que dans leur récit à eux, dans leur culture à eux, ils n'avaient pas les histoires, ils n'avaient pas les récits sur lesquels s'appuyer pour pacifier les relations durablement entre les tribus. Alors que dans la religion chrétienne se trouvaient les messages, donc ils se sont christianisés pour pouvoir les intégrer à leur culture et pour pouvoir pacifier les relations entre eux. Et c'est très bien expliqué d'ailleurs par les jeunes à un moment donné, là, qui l'expliquent très très bien. Et c'est le cas en fait. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé là les arguments. Alors ils n'ont pas renoncé pour autant à leur culture, hein. C'est plutôt une pratique très syncrétique où les croyances traditionnelles cohabitent avec le message chrétien. Mais après c'est pas neutre. Donc ils ont réussi leur coup entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont réussi à pacifier les relations entre les uns et les autres. Mais encore une fois, il y a un effet collatéral à ça, c'est que le problème de surpopulation qu'ils connaissent aujourd'hui, il est notamment dû à la christianisation. À savoir qu'avant de se christianiser, ils avaient des pratiques traditionnelles qui limitaient la pression démographique sur l'île. Seuls les aînés avaient le droit de se marier. Les anciens, comme les Inuits, pouvaient partir pour la pêche ultime en pirogue et ne revenaient pas. Et les Inuits, ils partaient pour la pêche aux phoques et ne revenaient pas non plus. Et puis, les plus jeunes, ils avaient évidemment le droit de s'éclater aussi, d'avoir des relations sexuelles, mais il y avait des pratiques de contraception naturelle. Et il est aussi exact que, évidemment, qu'il y avait parfois des accidents avec des naissances hors mariage. Et il est tout à fait exact, en revanche, que ces enfants, là, nés hors mariage, ne survivaient pas, en fait. Donc voilà, mais tout ça faisait qu'il y avait une pression démographique qui était très contenue sur l'île. Sauf que le message chrétien, il a mis un terme à tout ça. C'est-à-dire que tout le monde peut se marier, croissez et multipliez-vous. Les suicides virtuels des anciens qui partent, ça n'existait plus. Enfin, voilà, les offrandes aux enfants. Bref, plein de choses se sont arrêtées. Et donc la pression démographique, l'augmentation de la population est en grande partie due à ça. Et à côté de ça, c'est avec la christianisation que les écoles se sont installées aussi, du coup. Donc les premières écoles datent des années... Ah oui, pardon, je ne l'ai pas dit. Les années 80, 70-80. Donc c'est assez tardif, ouais.
Moi, j'aimerais simplement savoir si l'île de Tipokia fait partie de ces îles amenées à disparaître à cause du réchauffement climatique, et Alors, si ses habitants vont devenir des migrants climatiques. comme vous avez l'air passionné par Tikopia, est-ce que juste gardez le micro, je vais juste vous apprendre à bien le dire. Je peux me permettre? Tikopia. Ah oui, Tikopia. Voilà, c'est ça. Tikopia. Alors, du coup, est-ce que c'est une île menacée de disparition? Vous voulez dire la montée des océans, par exemple? Vous avez vu comme moi que c'est une île volcanique qui est à 400 mètres d'altitude. Donc, c'est pas la plus grande menace. Mais ce qui me paraît important, c'est que c'est intéressant ce que vous posez comme question, parce que en fait, on est très souvent, on est un peu dans la caricature des effets du bouleversement climatique. C'est-à-dire, c'est la montée des océans, les îles vont disparaître. C'est vrai, il y en a qui vont disparaître. Mais ça n'est pas... On voit là, tout le film que vous avez vu, on ne raconte que les conséquences du bouleversement climatique. Ça n'est que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la menace de disparition, c'est la pénurie d'eau potable, c'est la dépendance à un système qu'on n'a pas forcément choisi, c'est tout d'un coup cet afflux d'influence qui vient de l'extérieur, qui crée une forme de corruption momentanée ou non des élites, en tout cas qui les perturbe dans leur leadership, c'est la gestion des déchets. C'est tout un tas de choses comme ça qui à un moment donné, c'est l'acidification des océans, ça c'est réel, c'est-à-dire que le massif corallien qui d'une certaine manière malgré tout protège et assure une certaine ressource aquifère qui est modifiée, qui change. C'est donc toutes ces influences de l'extérieur, la surpêche, elle est due simplement à l'adoption de harpons, de masques, de tubas et de palmes. C'est quand même et du coup ça crée une surpêche parce que tout d'un coup voilà, ils ont des outils qui leur permettent, alors après ils le gèrent tout ça, mais on ne parle que de bouleversement climatique quand on parle de tout ça, ce sont des conséquences, ce sont des effets corollaires. Alors après, il est bien évident que les villages en revanche sont sur le littoral et que c'est vraisemblablement la seule zone habitable de l'île, puisque tout le reste c'est un volcan. Donc là c'est des jardins mais les jardins ils sont sur des pentes à 25-30%. Les habitations elles peuvent pas se faire là. Donc l'érosion existe en revanche. Oui, il y a une forme d'érosion qui se met en place. Mais l'île elle n'est pas en elle-même menacée de disparition. Comment? Non, il est plus actif. Non, plus du tout. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a ce lac-là. Ça fait, en fait, la naissance de l'île, qui est racontée, c'est quasiment réel. C'est-à-dire que il y a des millions et des millions d'années que ce volcan s'est éteint. Et en fait, ça n'est qu'un volcan. Et on voit la zone plate de l'île. En fait, la zone plate, c'est uniquement les vents dominants qui ont rejeté tous les... comment on appelle ça? Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une des zones les plus fertiles de l'île, en fait. Voilà, puis il y a une partie qui est complètement érodée. Non, je crois que c'est même plus vieux que nos volcans à nous, Massif Central. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se réveiller un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, non. Non, et le lac de mémoire, il a été sondé par les Australiens. Je crois qu'il est assez profond quand même. Il fait quelque chose comme 180 mètres quand même. C'est pas mal quand même. Bien. Il est déjà 23h30 passé. J'ai envie de poser une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question encore? Oui. Je voulais juste savoir si... Attendez. Pour que tout le monde entende. Voilà. Je voulais juste savoir si en fait le peuple de l'île avait pu voir le film aussi et ce qu'ils en avaient pensé. Alors, à part la délégation, non. Et ça fait partie de mes prochains devoirs depuis longtemps, depuis que le film est terminé. Donc il faut que j'aille leur présenter le film. Mais c'est pas aussi simple que... Je me suis empressé de le faire sur mon précédent film dans le Grand Nord pour aller voir les nomades. C'est 3 heures d'avion, 5 heures de voiture, et c'est facile. Là, c'est 1 mois et demi de trajet pour y aller, à l'aller, parce que même s'il n'y a que 12 jours de mer, on ne prend pas la mer tout de suite après l'avion, on prépare l'expédition. Donc en gros, c'est 3 mois de voyage, et puis 1 mois et demi sur place. Donc il faut que je trouve et de l'argent, et 5-6 mois.
Donc ça fait partie, et j'y tiens, parce qu'évidemment c'est important, mais j'ai pas encore trouvé l'opportunité de le faire. Le film est sorti en novembre là, 2018. Dans les 2 ans qui viennent, je pense qu'il y a des opportunités qui vont se faire, mais c'est pas un endroit où on peut décider comme ça d'y aller. Voilà. Donc ils ne l'ont pas vu. Alors, par contre, la délégation l'a vu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les membres de la délégation, donc il y avait Tinamo, et sur les 5 personnes qui l'accompagnaient, il y a 2 personnes qui habitent l'île de Tikopia, et 3 autres Tikopiens qui, eux, n'habitent plus l'île de Tikopia, qui sont à Honiara. Et donc la première chose que j'ai faite quand ils sont arrivés, c'est évidemment de leur montrer le film, parce que dès le lendemain, on avait une projection avec du public, donc il fallait au moins qu'ils voient le film. Et je leur montre le film. Et ce qui était assez drôle, c'est que les 3 personnes qui habitaient Tikopia, dont Tinamo, ont adoré. Et les 3 personnes qui n'habitaient pas Tikopia ont été très dubitatifs à la fin du film, en se disant mais on ne peut pas montrer ça parce qu'on montre une mauvaise image de nous. Et Tinamo, parce que j'assistais à la discussion, ils l'ont fait en anglais gentiment pour que je puisse comprendre. Et Tinamo, il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et il dit, mais si, parce qu'on montre des jeunes qui ne sont pas d'accord. Et Tinamo, il dit, bah oui, mais ça se passe comme ça, en fait, sur notre île. Et en fait, du coup, c'est comme si, d'une certaine manière, ils avaient... comme quoi, c'est aussi cette influence du candidaton, etc. Alors que, d'une certaine manière, à Tikopia, malgré ce leadership un peu monolithique du roi qui devient roi de père en fils, le fonctionnement à Tikopia est presque plus démocratique que n'importe où ailleurs. C'est-à-dire que, donc, vous avez compris, il y a plusieurs échelles. Il y a les chefs, le roi, les chefs, les marous, et après, il y a la population. Et en fait, tout ça est très poreux, en fait. C'est-à-dire que si le peuple veut quelque chose ou a besoin, il en parle aux marous, qui en parlent entre eux, qui en parlent aux chefs. Les chefs en discutent, ils proposent, les marous en rediscutent, hop, et ils en parlent au peuple. Si le peuple veut bien, paf, ça remonte, et ok, c'est amélioré, c'est ajusté, etc. Et on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de manifester. Par contre, une fois que la décision est prise, par contre, ça fait loi, en fait. C'est-à-dire que la parole du chef, une fois qu'elle est prise, elle n'est pas prise comme ça, parce qu'il est toujours habité par son devoir d'être au service du bien-être de son peuple et de son milieu de vie. Donc toutes les décisions sont orientées là-dessus. Et y compris justement dans les influences qu'ils subissent aujourd'hui du monde extérieur, dont ils ont besoin, ils choisissent, ils peuvent refuser. C'est-à-dire que leurs critères, c'est si les influences extérieures dont ils ont besoin n'altèrent pas la qualité de la relation avec leur milieu de vie, ne les rend pas dépendants d'une ressource dont ils ne peuvent pas s'offrir, c'est-à-dire altérerait le bien-être de la population, eh bien ils acceptent. Mais si ça abîme la qualité de la relation avec leur île, si ça altère le bien-être de la population, si ça les rend dépendants d'une ressource qu'ils ne peuvent pas s'offrir, ils refusent. Mais ça donne des décisions terribles. Je peux vous donner un exemple encore, ça vous intéresse que je vous donne il y a un exemple qui est assez, pour moi, qui est très très parlant. C'est ce jeune Tikopien qui a 15 ou 16 ans et qui veut devenir le premier médecin de l'île. Parce qu'il n'y a pas de médecin, on voit que la santé est précaire, il y a une nurse, voilà. Et son rêve, c'est d'être le médecin. Et c'est un projet génial, et à Tikopia, tout le monde est content à la perspective d'avoir quelqu'un qui va être le médecin de l'île. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent sur l'île, donc ça coûte cher de faire des études. Et son père, coup de bol, il a vécu quelques années à l'extérieur de l'île, et il a travaillé, donc il a un peu d'argent de côté. Et comme à Tikopia, il n'y en a pas besoin, il a toujours cet argent de côté. Et donc, il a ce projet génial de créer une épicerie sur l'île pour pouvoir pallier justement à la pénurie d'eau potable, de riz, etc. Et au lieu d'attendre l'hypothétique arrivée 1 fois, 2 fois par an du ravitailleur qui arrive avec l'eau, etc., du coup, lui, il a cette épicerie. Et donc, il peut vendre toute l'année de l'eau, du riz, des cartes SIM. Et avec l'argent qu'il gagne, il paye les études de son fils. Et au début, tout le monde trouve ça génial. Nous, on part, je me souviens, en 2014, on part avec ce projet. C'est-à-dire qu'on est parti, on a quitté l'île, en fait, avec cette perspective de cette épicerie qui allait se créer. Et quand on est revenu en 2016, je demande des nouvelles de cette épicerie, et on me dit « Ah non, ça s'est pas fait, finalement. Quelques semaines après que vous soyez partis, on a refusé. » Et ils ont refusé, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que, en fait, en créant cette épicerie, c'était irrémédiablement introduire l'argent dans le circuit économique de l'île. Et en introduisant l'argent, c'était irrémédiablement créer des inégalités entre les uns et les autres.
Et c'était irrémédiablement exclure définitivement l'île de leurs échanges. Et donc c'était remettre en question ce qui faisait socle dans leur culture. Et donc ils ont estimé que les effets à long terme étaient plus dommageables que les bienfaits court terme d'avoir un médecin. Et donc ils ont préféré y renoncer. Quand je dis ça donne des décisions terribles, mais waouh, quoi, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire waouh, nous on a quand même des leçons à prendre, parce que je crois qu'on a très rarement renoncé à des bienfaits court terme, qu'on appelle souvent du progrès, quelles que soient les conséquences à long terme. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, parce qu'aux dernières nouvelles, alors, il a 15 ans, hein, donc il avait encore du chemin à faire avant d'être médecin. Mais du coup, alors je n'ai pas toute la suite de l'histoire, mais en 2016, déjà, il n'était plus sur l'île, il est parti faire des études, et il y a eu effectivement une collecte de la diaspora ticopienne à l'extérieur, et puis d'autres solutions pour prendre en charge ces études. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renoncé au fait que lui puisse éventuellement devenir le médecin de l'île. Mais c'est plus compliqué du coup. Et ils cherchent d'autres biais. Mais c'est encore aussi un truc très intéressant, c'est que dans l'évolution, entre ces trois périodes où je suis venu, 2012, 2014, 2016, la jeunesse a une évolution très intéressante. En 2012, quand on arrive, tous les jeunes veulent quitter l'île. Ils kiffent tous le monde des Blancs, le monde des Palanguis, le monde facile, avec l'argent, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. En 2014, l'antenne téléphonique est arrivée, le téléphone est arrivé, beaucoup de jeunes ticopiens qui avaient quitté l'île sont revenus, et plus aucun jeune ne veut quitter l'île, ou en tout cas s'ils la quittent, ils veulent tous y revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ceux qui sont partis à l'extérieur, qui ont travaillé un petit peu à l'extérieur, ou qui ont commencé à faire des études, se sont dit, oh là là, mais en fait, le monde des Blancs, c'est un monde super agressif, c'est un monde asservi à l'argent, c'est un monde où même quand on travaille, on n'est même pas sûr d'avoir un toit ou à manger. Et ils sont revenus avec cette image. Mais c'est sans jugement, c'est-à-dire que pour eux, c'est inconcevable. C'est-à-dire qu'il n'est pas concevable que quelqu'un puisse faire abondance si, à côté, quelqu'un vit sans abri et sans avoir à manger. Culturellement, dans leur histoire, ça n'existe pas. Et je me souviens quand je suis allé chercher la personne qui a traduit les images, justement, qui a traduit les rushs à Paris, à l'aéroport, donc c'était la première fois qu'il venait en Occident, c'était en plein hiver, et je lui ai fait visiter Paris, enfin visiter en voiture, parce que moi j'habite en Bretagne, donc il fallait que je le ramène là-bas. Et sur le trottoir, il y avait des gens avec des couvertures en plein hiver qui étaient installés, et il m'a demandé qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font là. Alors lui, évidemment, il était frigorifié, et je lui explique. Et je me souviens que dans la voiture, on est resté silencieux. Il est resté silencieux pendant 5-6 minutes. Puis au bout de 5-6 minutes, il m'a juste dit « Oh, your society is a real failure. » Votre société est un vrai échec. C'est-à-dire que, en fait, c'était pour lui inconcevable. Et quand il a été reçu après, parce qu'on a monté une opération humanitaire pour des osmoseurs solaires pour l'eau potable, donc on a été reçu par aussi des élus qui lui ont demandé « Alors, qu'est-ce que vous pensez de la France ?» Donc c'était le frère de Tinamo, hein. Donc c'était avant sa venue. C'est celui qui distillait de l'alcool dans le film. Et le premier truc qu'il a répondu de ce qu'il avait vu en France, c'est étrange parce que depuis que je suis ici, vous devez payer pour tout. Vous devez payer pour rouler sur des routes, vous devez payer pour aller faire pipi, vous devez payer pour avoir de l'eau. Pour eux, c'est inconcevable parce que c'est le minimum de la vie. Le minimum vital. Et d'un autre côté, il dit, mais vous devez, et en plus, vous devez travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre, et vous avez plein de machines qui travaillent à votre place. Voilà. Lui, il était dans une espèce de truc comme ça, très binaire, en disant, mais comment vous allez faire pour continuer à faire pipi et avoir de l'eau si les machines travaillent à votre place, quoi. En gros, c'était son... Bon, c'est très binaire, mais c'était son raisonnement très... Voilà, ce qu'il avait retenu... Les premières choses qu'il avait retenues de ce qu'il avait vu quand il arrive en France. Au-delà du fait qu'en même temps, il était très bien accueilli, qu'il était content, etc. Mais c'était lui l'anthropologue, d'une certaine manière. C'était assez drôle. Voilà, donc les jeunes ne voulaient plus quitter l'île. Pardon, je m'égare à chaque fois. Mais par contre, ils avaient toujours des rêves d'avenir en se servant des bienfaits quand même du monde moderne. C'est-à-dire que tout d'un coup, le monde moderne devait être au service de leur mode de vie traditionnel. Donc, ce jeune homme qui voulait être médecin. Un autre qui voulait devenir climatologue et travailler à la connaissance des cyclones pour savoir comment faire et comment s'en protéger ou s'en préserver. Un autre qui voulait être pilote de bateau pour ne plus être dépendant de ce ravitailleur qui arrive 1 fois ou 2 fois par an de manière hypothétique. Un autre qui voulait apprendre à les réparer pour pouvoir justement avoir un bateau qui soit toujours en état de naviguer. Mais c'était tout le temps au service de leur mode de vie,
de leur culture. Et un autre, d'ailleurs, pardon, j'ai oublié aussi, qui d'ailleurs qui fait des études d'avocat. Pourquoi? Juste pour revendiquer l'île de Vanikoro voisine, dont on parlait tout à l'heure. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est délicat sur l'île de Vanikoro, elle est habitée par les Tikopiens depuis quasiment aussi longtemps que Tikopia, en fait. Sauf que, et elle est 20 fois plus grande que l'île de Tikopia. Sauf que sur l'île de Vanikoro, ils n'ont jamais été seuls à habiter dessus. Ils cohabitent avec des Mélanésiens. Mais dans leur grand pragmatisme, les Tikopiens, vu que les Mélanésiens sont supérieurs en nombre à Vanikoro, ils ont confié aux Mélanésiens le soin d'assurer cette protection spirituelle de l'île, c'est-à-dire le rôle de Tinamo à Tikopia, ils l'ont confié aux Mélanésiens qui étaient supérieurs en nombre. Et les Mélanésiens, ma foi, s'en sont bien occupés pendant des siècles et des siècles. Sauf que, depuis quelques années, eh bien, l'île est exploitée par une compagnie forestière malaisienne et qu'elle a été en gros vendue par les Mélanésiens et que les premières personnes à travailler et à collaborer avec cette compagnie forestière, ce sont les Mélanésiens de l'île. Donc les Tikopiens, dans leur esprit, se sentent trahis parce qu'ils ont confié le soin d'entretenir la qualité de la relation avec un milieu de vie qu'ils estiment être à eux, puisque c'est eux qui sont arrivés là les premiers. Et en fait, les Mélanésiens ont trahi cette mission qui leur a été donnée, et c'est ça qu'ils revendiquent. Ils veulent le reprendre, c'est-à-dire qu'ils veulent reprendre le leadership, non pas pour être propriétaires de l'île, mais pour que l'île soit gérée à nouveau sous l'égide de Tikopia, c'est-à-dire qu'ils prennent soin de leur milieu de vie, parce que pour eux, en plus, aujourd'hui, c'est une des solutions pour accueillir leur surpopulation, enfin la pression, pour en tout cas alléger la pression démographique sur l'île de Tikopia. Donc ce gars est devenu avocat pour défendre, spécifiquement pour défendre ça. Bon, on pourrait en parler des heures, hein. Bah ouais. Mais on va peut-être s'arrêter là. Merci. Bah, sauf s'il y a d'autres questions. Hein, moi, bien sûr. J'ai fait 900 km pour venir vous voir. Voilà, donc on peut encore continuer pour ceux qui veulent venir poser des questions à Voilà. Corto, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, le film est rediffusé demain, hein, je crois. Oui, c'est ça, demain après-midi à 15h. Voilà, et également demain à Mornan et à Sainte-Foy-les-Lyons aussi après-demain. Voilà. Au cas où, si En vous ta connaissez. compagnie. Et puis, tu as un DVD, je crois, de ton Bon, on m'a premier coupé film. le micro. Voilà. Le DVD de mon précédent film. Celui-ci Voilà, n'est pas qui encore est- sorti. Non. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Corto.